Salut les investisseurs, nouvel épisode de cette série mensuelle dédiée au PEA. Vous avez aimé les dernières vidéos dédiées au PEA et on a vu ensemble pas mal de sociétés et vous pouvez toutes les retrouver dans cette playlist disponible sur la chaîne. Vous avez voté dans les commentaires de la dernière vidéo et j'ai sélectionné l'entreprise la plus demandée, c'est Kering. Alors si parmi vous certains sont investis dans Kering ou souhaitent le faire, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne pas louper l'occasion d'en apprendre plus. Avant de passer au sommaire de la vidéo, je vous invite d'ores et déjà à voter dans les commentaires pour la prochaine entreprise éligible au PEA que vous souhaitez découvrir dans ce format. Et si vous estimez que ce format ainsi que mon travail de recherche et d'analyse est qualitatif, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner car vous êtes encore trop nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner, donc pensez à le faire dès maintenant. Et j'ai décidé de vous mettre au défi de franchir le cap des 500 likes sur la vidéo pour m'encourager à continuer le format et aider le référencement YouTube. Donc place au sommaire, c'est parti. Comme d'habitude, au sommaire de cette vidéo, nous allons parler de l'histoire de l'entreprise et de son PDG. Ensuite, je vais vous faire une présentation de l'entreprise en elle-même avant de rentrer plus en détail dans les chiffres du groupe. On parlera aussi de l'actualité de l'entreprise, puis on regardera l'évolution du cours de l'action en bourse, la structure de l'actionnariat. Je vais vous faire un petit zoom sur Artemis, puis on parlera évidemment du dividende et de l'avis des analystes, et je conclurai en vous partageant mon avis. Tout commence en 1963, lorsqu'un certain François Pinault crée les établissements Pinault, spécialisés dans le négoce de bois. Après de multiples acquisitions dans ce secteur, le succès est rapidement au rendez-vous et l'entreprise entre en bourse 25 ans plus tard, en 1988. Suite à cette entrée en bourse, le groupe entamera son premier virage stratégique en se diversifiant dans la distribution spécialisée avec l'acquisition de Conforama en 1991, du groupe Printemps SA, propriétaire de la Redoute, l'année suivante, et en 1994, le groupe Pinault changera de nom pour s'appeler Pinault Printemps Redoute, et prendra le contrôle de la Fnac cette même année. En 1999, PPR entame la constitution d'un groupe de luxe grâce à une prise de participation de 42% dans Gucci Group qui passera à 99,4% en 2004. Créée en 1921 par Guccio Gucci, la maison italienne est spécialisée dans la mode et le luxe. Gucci crée des collections de sacs à main, de prêt-à-porter, de chaussures, d'accessoires, montres et joaillerie, de produits cosmétiques, de parfums et de produits de décoration d'intérieur. Et la même année, 99, PPR acquiert la célèbre maison française Yves Saint Laurent. La maison de couture a été fondée en 61 à Paris par Yves Saint Laurent et en association avec Pierre Berger. Alors vous connaissez Yves Saint Laurent, c'est une entreprise française du luxe spécialisée dans la prêt-à-porter, la maroquinerie, les chaussures et les accessoires de luxe, joaillerie et lunetterie. Toujours en 99, le groupe PPR fait l'acquisition de la maison de haute joaillerie Boucheron, qui elle a été créée en 1858, et Boucheron fut la première maison de joaillerie à ouvrir sa boutique sur la place Vendôme en 1893. Avec des modèles de bagues mythiques, Boucheron est l'un des représentants majeurs du très haut de gamme, du luxe et du raffinement français. Au début des années 2000, le groupe fait l'acquisition de la maison de maroquinerie de luxe Bottega Veneta et de l'entreprise du luxe espagnol Balenciaga. Elle a été créée en 1917 en Espagne à San Sebastián par Cristóbal Balenciaga. Il était le couturier de la famille royale espagnole et il s'installe à Paris à la fin des années 30 où il s'impose comme le couturier des couturiers de la mode parisienne. L'entreprise conçoit et distribue en France et à l'international des vêtements prêt-à-porter et des accessoires de luxe dont des chaussures notamment. En parallèle, un partenariat stratégique est scellé en 2001 avec l'entrée de la maison Alexander McQueen dans le groupe Kering. Fondée en 92, la marque est très vite appréciée pour ses designs conceptuels, son identité forte et sa créativité débridée dont l'histoire du Royaume-Uni et la nature constituent ses principales sources d'inspiration. Succédant à Serge Weinberg, François-Henri Pinault devient président-directeur général de PPR en 2005, qu'il transformera en un groupe mondial de luxe en cédant progressivement les autres activités du groupe, donc la grande distribution dont on a parlé juste avant, et en acquérant des maisons emblématiques. En 2008, François-Henri Pinault crée la fondation Kering, dont la mission est de lutter contre les violences faites aux femmes au travers de 3 grands types d'actions: soutien à des ONG et à des entrepreneurs sociaux, programmes de formation et campagnes de sensibilisation auprès du grand public. Ensuite, en 2012, PPR fait l'acquisition de la légendaire maison italienne Brioni, qui est une entreprise de mode de luxe italien spécialisée dans le prêt-à-porter et les accessoires pour hommes. L'entreprise offre également un service de costumes sur mesure. Et c'est en 2013 que PPR change de nom et devient officiellement Kering et adopte une nouvelle identité, incarnée par un nouvel emblème, la chouette, symbole de sagesse, de protection et de clairvoyance, et une signature qui sonne comme un programme, Empowering Imagination, et Care signifie foyer en breton,
en rapport avec les origines de la famille Pinault, et le suffixe en anglais ing suggère l'action et la dimension internationale du groupe, et le nom est homophone du mot anglais caring qui signifie qui prend soin de. La même année, Kering fait l'acquisition de la maison chinoise de joaillerie Qilin. Créée en 2004, la maison est très inspirée de la culture chinoise millénaire et transforme les symboles hérités des mythes chinois en bijoux contemporains chargés de sens, comme par exemple avec la collection Bobo, qui met en scène le panda, qui est un trésor national chinois, recouvert de diamants. Kering renforce son développement en acquérant Pomellato et Dodo en 2013, des marques de bijoux assez innovantes pour leur style et leur design non conventionnel. Puis en 2015, Kering crée Kering Eyewear, une entité dédiée à la lunetterie haut de gamme et sport. Le groupe assura dès lors la conception, le développement et la distribution des collections eyewear de Gucci, Cartier, Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen et Stella McCartney, qui était une styliste anglaise, fille de Paul McCartney des Beatles. Elle prône une mode plus responsable et durable. Mais petite anecdote, cette collaboration s'est terminée en 2018 et Stella McCartney est désormais chez le concurrent LVMH. Il y a aussi des marques comme Brioni, Boucheron, Pomellato, Puma et bien d'autres. Et cette même année, Kering publie son premier compte de résultats environnemental, EPL, un outil pionnier permettant de mesurer les impacts de son activité sur l'environnement et de les traduire en valeur monétaire. Et dès la première année, le groupe partage sa méthodologie avec toutes ses parties prenantes afin d'inciter le plus grand nombre possible à s'inspirer de cette approche et ouvrir la voie à de nouvelles perspectives. Toujours 2015, en partenariat avec le Festival de Cannes, Kering lance Women in Motion, un programme unique destiné à mettre en valeur la contribution des femmes au 7e art. À travers ses talks, ses awards et ses différents événements, Women in Motion est devenue partie intégrante du programme officiel du festival. En 2016, Kering s'installe à son nouveau siège social aux 40 rue de Sèvres. Au terme d'une ambitieuse réhabilitation réalisée entre 2010 et 2016, l'ancien hôpital Laennec reprend vie et lors des Journées européennes du patrimoine, le 40 rue de Sèvres s'ouvre au public et accueille une sélection de créations, des archives de la maison Balenciaga ainsi que des expositions d'œuvres issues de la collection Pinault. Il y a 2 ans, en 2021, Kering a annoncé la fin de l'utilisation de la fourrure animale dans l'ensemble du groupe à compter des collections automne 2022. Les standards liés au bien-être animal continueront par ailleurs d'être rigoureusement appliqués s'agissant des autres fibres et matières animales. Parlons maintenant du PDG qui n'est autre que François-Henri Pinault, comme je l'avais précédemment évoqué. Il est né le 28 mai 1962, il est le fils de François Pinault, fondateur de la société Pinault SA. Il est diplômé de l'école des hautes études commerciales HEC en 85 et commence sa carrière au sein du groupe familial en 87 comme vendeur chez Pinault Distribution qui faisait de l'importation et de la distribution de bois, pour ensuite devenir le responsable de la centrale d'achat de l'entreprise et par la suite en 89 il devient directeur général de France Bois Industrie puis de Pinault Distribution en 90. En 1993, il est nommé président de CFAO, Corporation for Africa and Overseas, qui est une société multinationale spécialisée dans le secteur de la distribution automobile, des produits et services pharmaceutiques, de la gestion de centres commerciaux et supermarchés, de la fabrication de produits de grande consommation, ainsi que spécialisée dans le secteur des nouvelles technologies et de l'énergie. Puis en 1997, il devient président-directeur général de la Fnac, qui est une chaîne de magasins spécialisée dans la distribution de produits culturels et électroniques à destination du grand public. Ensuite, en 1998, il est nommé membre du conseil d'administration du groupe Bouygues, que vous connaissez, qui est un groupe français de services diversifiés. Et c'est en avril 2000 que François-Henri Pinault quitte la Fnac pour devenir directeur général adjoint du groupe PPR, qui deviendra après donc Kering, en charge de la stratégie numérique. 3 ans plus tard, il devient vice-président de PPR et président d'Artemis, société de portefeuille contrôlée par la famille Pinault. C'est une holding qui gère les actifs de la famille et on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. En 2005, François-Henri Pinault est nommé président-directeur général de Kering, qu'il transformera progressivement en un groupe mondial du luxe, et il préside également la fondation Kering, créée en 2008, comme je l'ai dit précédemment, afin de lutter contre les violences faites aux femmes. Alors son ambition à lui, c'est que avec Kering, il souhaite transformer le groupe pour qu'il devienne le groupe de luxe le plus influent au monde en matière de créativité, de développement durable et de performance économique à long terme. Et petite anecdote, il est marié depuis le 14 février 2009 à l'actrice et productrice mexicaine Salma Hayek. Vous l'aurez compris, Kering est un groupe français spécialisé dans l'industrie du luxe. Kering regroupe et développe un ensemble de maisons emblématiques dans la mode, la maroquinerie et la joaillerie, sans oublier Kering Eyewear. Ce sont ces 4 principaux secteurs d'activité. Les maisons du pôle couture et maroquinerie de Kering sont reconnues dans le monde entier pour leur savoir-faire exceptionnel et leur identité créative unique.
par exemple Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, etc. Grâce au savoir-faire et à la créativité de leurs artisans, les maisons du pôle joaillerie de Kering, c'est-à-dire Boucheron, Pomellato, Dodo et Killing, combinent des identités singulières et une tradition d'excellence. Quant à Kering Eyewear, une entreprise spécialisée en lunetterie de luxe, unique en son genre, fondée comme une start-up en 2015, c'est aujourd'hui un leader sur le segment stratégique de l'optique de luxe, qui assure aujourd'hui la conception, le développement et la distribution des collections eyewear de 17 grandes marques, dont la plupart sont des marques de luxe. Passons aux chiffres et regardons l'évolution du chiffre d'affaires de Kering. En 2018, le chiffre d'affaires était de 13,6 milliards d'euros. En 2019, il était de 15,8 milliards. En 2020, 13,1 milliards d'euros. Et en 2021, il était de 17,6 milliards d'euros. Alors vous le voyez, on a ici une belle croissance excepté le petit recul de 2020 durant la crise sanitaire. Place à 2022, nous allons regarder les chiffres par semestre et trimestre, car Kering annonce les résultats du T4 le 15 février 2023. Nous n'avons donc pas l'exercice 2022 au complet pour le moment, mais dès que les résultats sortent, je vous en ferai part sur la chaîne et sur le Discord. Le premier semestre 2022 est un semestre record pour Kering avec 9,9 milliards d'euros contre 8 milliards d'euros pour le premier semestre 2021. Pour le troisième trimestre 2022, nous sommes aussi sur un record avec 5,1 milliards d'euros contre 4,1 milliards un an plus tôt, 3,7 milliards d'euros pour 2020, 3,8 milliards d'euros pour 2019 et 3,4 milliards d'euros pour 2018. Alors vous le voyez, dans l'ensemble, l'année 2022 a été une année exceptionnelle pour le groupe. Et maintenant, si on s'intéresse au chiffre d'affaires par région, on peut constater que 37,9% provient de l'Asie-Pacifique, 26,6% du CA provient de l'Amérique du Nord, 22,9% d'Europe de l'Ouest, 6,6% du reste du monde et 6% du Japon. Sur le site de Zone Bourse, nous trouvons aussi le chiffre d'affaires par maison. Et la première ligne est sans surprise Gucci. On constate que Gucci représente 55,1% du chiffre d'affaires en 2021, en léger recul par rapport à 2020. Ensuite, nous avons le segment Autres qui représente 18,5%, Yves Saint Laurent qui représente 14,3%, Bottega Veneta 8,5% et la ligne Corporate and Other Segment 3,5%. Après avoir vu le chiffre d'affaires, nous allons regarder la marge nette. En 2018, cette marge nette était de 27,2%. En 2019, 14,5%, en 2020, 16,4% et en 2021, 18%. Les projections pour 2022 annoncent une marge nette de 18,9%. Nous aurons la vraie réponse mi-février lors de l'annonce des résultats. Qu'en est-il alors du résultat net ? Eh bien, en 2018, il était de 3,7 milliards d'euros. En 2019, 2,3 milliards d'euros. 2020, 2,1 milliards et en 2021, 3,1 milliards. Alors vous l'avez sans doute remarqué, mais l'année 2018 a été une très belle année en termes de marge et de profit. Le moteur principal de croissance et ce qui a poussé ces chiffres vers le haut, c'est Gucci. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce une bonne chose, cette dépendance de Kering à Gucci ? Alors personnellement, j'ai mon opinion là-dessus, je ne pense pas, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler en fin de vidéo. Place au free cash flow, nous retrouvons un free cash flow de 2,9 milliards d'euros en 2018. En 2019, 1,5 milliard d'euros. En 2020, il était de 2,1 milliards. En 2021, 3,9 milliards. Et il devrait dépasser les 4 milliards pour l'année 2022. Du côté de la dette nette, en 2018, elle était de 1,7 milliard. En 2019, 2,8 milliards. En 2020, 6 milliards d'euros, ce qui était assez élevé et en grosse partie dû à la crise sanitaire à ce moment-là. Et en 2021, 4,6 milliards d'euros. Les estimations annoncent une dette nette en baisse pour ces prochaines années, donc à voir. Du côté de l'actualité, on note quelque chose d'intéressant, le programme de rachat d'actions annoncé le 25 août 2021, avec comme objectif de racheter jusqu'à 2% du capital social sur une durée de 24 mois, a été finalisé le 15 décembre 2022. Entre le 25 août 2021 et le 15 décembre 2022, la société a ainsi racheté 2,6 millions d'actions, et parmi ces actions rachetées, 1 50 000 actions ont été tout simplement annulées. Selon le communiqué, il sera proposé à la prochaine réunion du conseil d'administration le 14 février 2023 que 650 000 actions supplémentaires soient également annulées, portant ainsi le nombre total d'actions annulées à 1,7 million. Entre 2013 et 2017, le nombre d'actions en circulation était stable, autour des 126 millions. Il a commencé à baisser en 2017, et avec les rachats d'actions ces dernières années, on atteint aujourd'hui un nombre total d'actions en circulation d'environ 123,5 millions. Vous le savez désormais, c'est une excellente chose que l'entreprise fasse des rachats d'actions, mais attention à ne pas racheter les actions lorsqu'elles sont très chères. À ce moment-là, d'un point de vue d'investisseur, on préfère que l'entreprise utilise son free cash flow pour distribuer plus de dividendes. Regardons l'évolution du cours de l'action. Vous retrouverez Kering coté à la bourse de Paris sous le symbole KER. Depuis son introduction en bourse en 1988, Kering a eu une performance de plus 2748%.
Sur 5 ans, l'action a fait plus 29%, et on a connu un ATH autour des 780 € durant cette période, c'était à l'été 2021. Et là, sur un an, l'action a perdu environ 20%. Kering a connu un maximum sur 52 semaines à 738 € et un minimum sur 52 semaines à 427 €. Aujourd'hui, l'action vaut 531,6 €. Sur la droite de l'écran, on peut voir quelques infos intéressantes. Aujourd'hui, Kering possède un PER de 17,89 et un rendement dividende de 2,45%. On va revenir sur ce point dans un instant, mais avant ça, regardons d'un peu plus près la structure de l'actionnariat. On constate la présence d'institutionnels internationaux à hauteur de 46,1%. Le groupe Artemis, je vais vous en parler dans une minute, holding contrôlé par la famille Pinault, représente 41,7%. Les institutionnels français 7,4%, les actionnaires individuels 4,2%, 0,5% sont en autodétention et les salariés et dirigeants mandataires sociaux représentent 0,1%. Au sein de ces investisseurs institutionnels internationaux, les actionnaires nord-américains détiennent 17,7% du capital et les actionnaires britanniques 12,7% du capital. L'Europe continentale, donc hors France, représente 7,8% du capital, dont notamment l'Allemagne avec 1,9%, la Suisse 1,6% et la Norvège 1,4%. Et si on regarde l'Asie-Pacifique, eh bien les actionnaires de cette région représentent 3,2% du capital. Nous allons faire un petit zoom sur Artemis, qui est la société patrimoniale de la famille Pinault. Elle a été fondée en 1992 par François Pinault. Elle investit dans des entreprises à fort potentiel de croissance et les accompagne dans la durée. En près de 30 ans, Artemis a constitué un portefeuille d'actifs solides et équilibrés, composé de marques fortes et internationales, dont l'activité s'exerce principalement dans le domaine du luxe au sens large du terme. Ces actifs consolidés aujourd'hui atteignent 43 milliards d'euros et Kering est détenu à 40,9% par Artemis. Parlons de Puma, Artemis détient une participation directe de 28,52% du capital et une participation indirecte de 3,96% via Kering. Club emblématique du football breton, le Stade Rennais FC est repris en 1998 par Artemis et Puma est l'un des sponsors du club. Le Point, magazine fondé en 1972 sur le modèle des news magazines américains, a rejoint Artemis en 1992. Le site et l'application comptent plus de 8 millions de visiteurs uniques mensuels. Le magazine est diffusé à près de 300 000 exemplaires en France et à l'étranger, ce qui fait de lui le premier news magazine français. Artemis possède également des domaines viticoles comme Château-Latour, domaine d'Eugénie et bien d'autres. En 2015, Artemis a racheté Ponant. Ponant, c'est l'unique armateur français de navires de croisière de luxe et le leader mondial des expéditions polaires. Alors je ne vais pas tout vous détailler car ça reste une vidéo sur Kering, mais il est très important de comprendre ici qui se cache derrière Artemis et quels sont les liens entre Artemis et Kering. Parlons du dividende, sans doute le moment préféré de la vidéo pour bon nombre d'investisseurs. En 2017, Kering a payé un dividende de 6 €. En 2018, un dividende de 10,50 €. Kering a cédé la majeure partie de la participation qu'elle détenait dans Puma depuis 2007 en distribuant un dividende exceptionnel sous forme d'actions Puma. En 2019, le dividende a baissé un petit peu, il était de 8 € et le montant sera le même pour 2020. En 2021, le dividende a regrimpé pour atteindre les 12 € et pour le dividende de l'exercice 2022 payable cette année en 2023, eh bien Kering a annoncé un premier acompte de 4,50 € qui vient d'être payé récemment le 18 janvier et le solde n'a pas encore été décidé. Cette décision en fait va être prise le 14 février 2023 par le conseil d'administration et sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 27 avril 2023. En ce qui concerne l'évolution du payout ratio, le ratio de distribution, on peut voir qu'il était en moyenne de 40% entre 2017 et 2021. Et pour 2022, ce ratio est de 40,31%. Comme d'habitude, je vais consulter l'avis des analystes sur le site de Boursorama. Ils ont d'ailleurs une analyse récente en date du 19 janvier 2023. Je souhaite préciser encore une fois que l'avis des analystes ne constitue pas un conseil d'investissement et qu'il est à prendre avec des pincettes. Sur 27 analystes, 15 recommandent l'achat, 2 recommandent de renforcer et 10 de conserver. Aucun analyste ne recommande d'alléger ou de vendre. L'historique des objectifs de cours médian est de 618 €, ce qui représente un potentiel de croissance de 16% comparé au prix de l'action aujourd'hui. Mon avis personnel sur Kering, c'est qu'elle est selon moi trop dépendante d'une marque, Gucci. Je rappelle que Gucci représente plus de 50% des ventes de Kering, et c'est pour moi le gros point négatif ici, j'aurais aimé voir un peu plus de diversification. Alors certes, Gucci est une marque de luxe avec une histoire de plus de 100 ans, et ces dernières années, elle s'est hissée à la 4e place des marques de luxe les plus populaires derrière Louis Vuitton, Chanel et Hermès, mais on prend le risque ici avec Kering d'être trop dépendant d'une seule marque, et vous savez que les goûts, la mode et les styles vestimentaires changent en permanence,
et on peut se demander si Gucci sera aussi populaire dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Alors, j'ajouterai également que le marché du luxe est en hausse en moyenne de 9% par an depuis 1995, tiré par la croissance du nombre de très riches dans le monde, notamment en Chine, où il y a chaque année des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui passent de classe populaire à une classe plutôt aisée, et Gucci fait 35% de ventes sur ce marché, ce qui représente quand même un fort potentiel de croissance pour la marque si elle continue sur cette trajectoire. Donc je suis un petit peu tiraillé entre aimer Kering, ne pas aimer Kering. Quoi qu'il en soit, je n'investis pas dessus aujourd'hui car à titre personnel, l'entreprise du secteur du luxe que je préfère et qui pour moi est et restera numéro 1, c'est LVMH. Je vous invite à partager votre avis ici en dessous dans les commentaires. En tout cas, Kering est une entreprise vraiment intéressante, un géant du luxe français, et j'espère que comme moi, vous aurez appris des choses. J'apprécie de pouvoir vous proposer ce genre de vidéo, donc dites-moi en dessous dans les commentaires si vous êtes actionnaire de Kering, et si oui, combien d'actions est-ce que vous possédez dans votre portefeuille et à quel prix. J'espère que vous continuez à aimer ce format, et si vous aimeriez en savoir un peu plus sur une autre entreprise éligible au PEA, faites-le moi savoir dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de faire des recherches et une nouvelle vidéo pour vous. Avant de se quitter, je vous invite à laisser votre plus gros pouce bleu, je vous invite à vous abonner pour soutenir la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer mes prochains contenus. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse avec 2 vidéos, une ici et une là, sur d'autres entreprises du CAC 40 que j'ai analysées précédemment. Je vous invite vivement à aller les visionner. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut. Ciao ciao.